Décidément, ce jeu, c'est pas pour moi. Je pense vraiment que pour une intelligence artificielle, jouerait beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, je me demande si une intelligence artificielle pourrait pas jouer beaucoup mieux que n'importe quel joueur humain. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'apprête à aller à San Francisco pour aller voir le match qui va opposer l'intelligence artificielle de OpenAI contre une équipe humaine qui est dans le top 99,9%. Donc je crois que j'ai regardé hier soir, l'équipe est à peu près 11e mondiale. Il y a environ 6 mois, elle l'avait déjà fait contre une équipe pro. Donc c'était une équipe pro qui était à peu près 99% dans le top des joueurs. Donc 99% de toutes les équipes humaines étaient moins fortes que cette équipe. Donc c'était déjà vraiment un bon accomplissement puisque l'IA avait pu gagner les 2 premiers matchs. Par contre, elle avait perdu le 3e match où les joueurs en ligne avaient pu choisir les héros avec lesquels l'intelligence artificielle allait devoir jouer. Et pendant ce match-là, on a vu pas mal de choses, encore de faiblesses qu'il y avait dans l'IA et finalement elle avait perdu le match. Et donc là, ce qui va être intéressant à voir aujourd'hui, c'est quelles ont été les améliorations qui ont été faites par OpenAI pour faire en sorte d'améliorer l'IA et faire en sorte qu'aujourd'hui, peut-être potentiellement, qu'elle gagne le match contre le OG qui va être l'équipe qu'elle va affronter aujourd'hui. Alors pourquoi c'est super important qu'une IA comme ça, elle arrive à battre les joueurs pros à ce jeu, à Dota? Tout simplement parce que Dota c'est un jeu très complexe pour une intelligence artificielle. Il faut savoir que les jeux où on a déjà réussi à battre les humains, comme les jeux d'échecs ou les jeux de Go, c'est des jeux qui restent encore avec des informations par exemple parfaites et quand on joue on sait exactement ce qui va se passer, donc l'IA peut rapidement s'adapter aux joueurs qu'il y a en face. Par contre dans le cas de Dota 2, tout est complètement stochastique, donc on ne sait pas ce que le joueur va faire. En plus on a des informations qui sont imparfaites, c'est-à-dire qu'on a par exemple le brouillard de guerre qui fait qu'on ne voit pas toutes les informations sur le jeu. Et donc tout ça, ça fait que des jeux comme Dota 2 ou comme Starcraft, comme il y a eu avec DeepMind, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet si vous voulez aller voir, tout ce genre de choses là, c'est vraiment ce genre de jeu là qui va permettre de pouvoir faire en sorte qu'un jour on potentiellement puisse arriver à une intelligence artificielle qui égale l'homme. Et donc ce qui est vraiment super intéressant avec ce jeu, c'est que quand l'IA a appris à jouer, premièrement elle a appris à manipuler un seul joueur à la fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle qui contrôle un seul héros. Donc l'équipe de Dota 2, dans Dota 2, il y a 5 joueurs qui affrontent 5 autres joueurs, donc c'est un jeu par équipe. Et donc au début, l'IA a dû apprendre à faire en sorte de manipuler un seul joueur. Et ensuite, elle a dû collaborer avec une autre intelligence artificielle sur le jeu Dota 2. Et donc ensuite, les 5 intelligences artificielles ont dû apprendre à collaborer les uns avec les autres pour pouvoir aller affronter l'adversaire. Et donc c'est un jeu où l'IA doit deviner en fait non pas seulement ce que l'adversaire va faire, mais aussi doit savoir collaborer avec les autres intelligences artificielles qui sont dans son propre équipe. Et ça c'est vraiment le truc que je trouve vraiment assez fou, c'est que l'IA elle n'est pas seulement en train de jouer toute seule, elle est aussi en fait dans une collaboration avec les autres membres de l'équipe. Alors avant de commencer, je pense que c'est important de faire un petit rappel pour comprendre comment est-ce que cette intelligence artificielle va pouvoir apprendre à jouer et être opposée à l'homme. Dans Dota 2, il y a 2 équipes qui s'opposent où chacune des équipes est constituée de 5 héros. Et le but, ça va être de faire en sorte d'aller détruire la base adverse tout en défendant la base de sa propre équipe. Donc pour ça, il y a plein d'étapes intermédiaires. Il n'y a pas simplement, l'objectif c'est pas simplement que de détruire la base adverse. Il y a beaucoup d'objectifs intermédiaires, tels que par exemple détruire des tourelles adverses, qui vont ainsi faciliter l'avancement sur son territoire, collecter de l'or pour auto-améliorer les héros, pour que les héros fassent plus de dégâts aux héros adverses. On peut également aller dans la forêt pour tuer des monstres dans la forêt, pour également s'améliorer sans forcément attaquer directement l'adversaire. Donc c'est un jeu assez complexe et très stratégique, et c'est surtout un jeu d'équipe. Et donc pour pouvoir entraîner une intelligence artificielle à jouer à Dota 2, OpenAI a utilisé ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, ou plus précisément apprentissage par renforcement profond. Donc on va déjà commencer par définir qu'est-ce que l'apprentissage par renforcement. Dans l'apprentissage par renforcement, on a ce qu'on appelle un agent, qui est donc dans le cas de Dota 2 un héros, et ce héros-là, on va le positionner, on va le placer dans un environnement. Donc ici dans Dota 2, l'environnement, c'est donc la map du jeu complète. Et donc cet agent-là, il va devoir prendre des actions dans cet environnement, et selon les actions qu'il va prendre, il va ou non être récompensé.
Ainsi, au tout début, l'agent il va absolument pas savoir quoi faire. Il faut le voir un peu comme un nouveau-né qui va découvrir le monde dans lequel il se trouve. Et au fur et à mesure, il va comprendre plus ou moins que certaines des actions qu'il prend mènent vers des récompenses positives et certaines des actions qu'il prend mènent vers des actions négatives. Et ainsi, il va pouvoir tenter de maximiser la somme des récompenses qu'il obtient dans le jeu. Et au fur et à mesure en fait que l'agent va évoluer, comme ça il va comprendre que par exemple dans le cas de Dota 2, il va devoir de temps en temps se replier pour ne pas mourir et ainsi ne pas donner de l'or à l'adversaire, ce qui jouerait en sa défaveur. Et dans d'autres cas, il va comprendre qu'il faut qu'il attaque son adversaire parce que ça va justement lui donner des points, de l'or qui va lui permettre d'acheter ensuite des améliorations qui lui permettront de pouvoir gagner encore plus d'or et ainsi maximiser sa récompense. Alors bien sûr, le but, c'est pas forcément de laisser cet agent jouer tout seul, sinon ça aurait pas vraiment de sens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au départ, on va simplement avoir cet agent-là, et cet agent-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire jouer contre une version de lui-même. Donc on va dupliquer tout simplement l'agent, donc c'est très facile puisqu'on est dans un ordinateur, on a simplement à dupliquer cet agent-là, et le faire jouer contre une autre version de lui-même. Et cette version, elle peut être légèrement modifiée, par exemple, ça peut être la même version que lui, mais dans le passé, par exemple, genre 2 heures d'entraînement en moins ou 20 heures d'entraînement en moins. Ce qui est important, c'est que justement en fait l'agent il puisse en fait explorer l'environnement en ayant un adversaire et ainsi en pouvant s'auto-améliorer contre cet adversaire là. Et donc le meilleur adversaire en fait qu'on pourrait prendre potentiellement, ce serait lui-même une version légèrement modifiée, ce qui ferait que l'agent pourrait toujours explorer de nouvelles possibilités et constamment s'auto-améliorer. Alors l'idée c'est pas simplement de lancer seulement un héros, un agent dans un environnement tout seul. L'idée c'est d'en lancer plein en parallèle avec des différents héros dans chacun des mondes. Et une fois que tous ces héros là ont pu comprendre les mécaniques du jeu, les bases du jeu, on commence à avoir un comportement qui est acceptable. Ce qu'on va faire en fait c'est tout simplement les mettre tous ensemble. Donc ça s'appelle également du self-play parce qu'en fait c'est que des IA qui vont jouer tous ensemble. Mais on va les mettre ensemble, on va constituer des équipes, on va mélanger les équipes de temps en temps, enfin même continuellement pendant l'apprentissage pour faire en sorte que ces IA toujours devinent en fait, comprennent en fait des nouvelles stratégies qui feront en sorte de gagner contre des joueurs différents, contre à chaque fois des héros différents dans l'équipe adverse. Hey. Alors on est avec le petit Léo, donc ce petit mec là je vous le présenterai parce que il a fait quand même des trucs assez impressionnants. Qu'est-ce que t'as fait Léo? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez Apple ils font des concours? Ouais, voilà, j'ai participé à 2 fois au concours qu'on appelle le Scholarship pour la WWDC, c'est une conférence d'Apple. Donc il y en a qui galèrent à le gagner déjà une fois. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné 2 fois. Voilà, lui il l'a gagné 2 fois de suite. Voilà. Et maintenant j'ai mon petit stage à Apple, donc c'est plutôt pas mal. Mais je vous le présenterai, ton parcours déjà plus en détail dans une prochaine vidéo. Bon, l'idée ça va être d'avoir un petit peu des pronostics de toutes les personnes qui vont passer ici pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils pensent que c'est OpenAI 5 qui va gagner ou est-ce qu'ils pensent que c'est l'équipe humaine? C'est peu marrant de dire l'équipe humaine. Léo, premier pronostic, on va commencer par toi. Quelle est la probabilité que ce soit pour toi l'intelligence artificielle qui gagne? Je sais pas, 90%. 90%, c'était la première. Probability of the artificial intelligence to win today for you? 100%. 100%, 100%. Why? I believe in machine learning technology. What is for you the probability for the artificial intelligence to win today? Pretty high. I think the team that's been working on OpenAI, they've done a pretty good job. They've had pretty good displays at TI8. And, I think they can show OG. Probability of the artificial intelligence to win today for you? Oh man, it depends, I think, on whether they have more than like the sort of one-dimensional, just use all your abilities on the first person you see strat that they used in TI8. And the last time I'd say OG's gonna win. Okay. But like, I feel like either OG's gonna stomp them or OpenAI's gonna stomp OG, and I have no idea which one. Okay, thank you. Probability of the artificial intelligence to win today? It's 50-50. Either it happens or it doesn't. Yeah. Why? We all know that. You know, there's 2 choices. That's how probability works. Okay, so you're not sure about who is going to win? In all honesty, I actually don't know because we don't know how much AI has improved. It's been kind of kept under covers, so I hope to see a surprise. Brought up by the bots. Nice. Okay, so for you, what is the probability of the artificial intelligence to win today? I'm not sure. Maybe above 50. 50%. Sure. Okay, thank you.
Alors, on a fait un peu les pronostics des gens, donc là je vais faire un peu mon pronostic à moi, donc bah, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais je pense que l'intelligence artificielle, elle a une bonne probabilité de gagner, en tout cas le premier match, tout simplement parce que l'IA, elle joue généralement un peu différent que les humains, donc l'équipe humaine, elle va potentiellement être déstabilisée par la manière que l'IA joue. Et donc c'est pour ça que je pense que potentiellement au premier match, l'équipe humaine ne va pas trop savoir comment jouer contre l'IA qui a un style de jeu très propre, vraiment assez différent quand même d'une équipe humaine. Et potentiellement par contre s'il y a plusieurs matchs, genre s'il y a un deuxième ou troisième match, potentiellement les humains peuvent gagner sur les deuxième et troisième matchs parce qu'ils pourront s'habituer à la manière où l'IA va jouer, changer leur comportement de jeu et potentiellement trouver les manières, les failles dans la stratégie de l'IA. Donc ça c'est voilà, mon pronostic, donc on va voir ça. Alors une grosse partie de l'affrontement pendant le premier affrontement était vraiment serré, les points se valaient, on savait vraiment pas qui c'est qui allait prendre l'ascendant sur l'autre, il y avait vraiment un suspense qui tenait tout le long jusqu'à un moment donné dans la partie où l'intelligence artificielle, donc l'équipe constituée des 5 intelligences artificielles, OpenAI 5, a commencé à prendre doucement le dessus jusqu'à donc gagner la première partie. Mais clairement, rien n'était encore vraiment joué pour l'IA. OG pouvait clairement se rattraper et réfléchir à une nouvelle stratégie qui pourrait faire en sorte de gagner à la deuxième partie. Mais avant de continuer, j'aimerais vous donner encore un peu plus d'intuition sur la manière que ces intelligences artificielles fonctionnent. Dans la dernière fois, je vous ai dit que ces intelligences artificielles prenaient des actions dans leur environnement, mais je ne vous ai pas exactement expliqué comment elles choisissaient ces actions-là. Les agents dans Dota 2, ils sont équipés de ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une structure mathématique, donc c'est un enchaînement de fonctions mathématiques qui vont faire en sorte de pouvoir donner une sortie. Et donc dans le cas de Dota 2, la sortie qui va être donnée par le réseau de neurones artificiels, cette sortie-là, ça va être quelle action doit être prise par l'agent. Et donc ce neurone artificiel-là, il prend en entrée une observation qui est faite de l'environnement. Donc l'observation qui est faite de l'environnement, il ne faut pas la voir comme l'observation que nous on ferait d'un environnement quand on est en train de jouer à Dota 2. Cette observation-là, il faut plutôt la voir en fait comme une série de nombres en fait qui correspondent à la position des joueurs autour d'un héros. Quelle est la vie de chacun des joueurs, quel est actuellement l'équipement qu'il possède, tout ce genre de paramètres-là, en fait, l'IA va le percevoir sous forme de nombres. Et en fonction de ce nombre, donc c'est qu'on peut le voir vraiment comme une entrée qui prend en paramètre des nombres, c'est comme une fonction qui prend en paramètre des nombres, et cette fonction-là, elle va nous produire donc la sortie. Dans le cas de la classification d'images, en fait, si on montrait plein d'images à un réseau de neurones, il serait à un moment donné capable de pouvoir prédire qu'est-ce qui se trouve sur l'image. Si on envoie des données audio, donc c'est encore une fois c'est des nombres, hein, comme l'image avec des pixels, si on envoie des données audio à un réseau de neurones, il serait à force capable de nous dire qu'est-ce que la personne a dit dans le fichier audio. Et dans le cas de l'apprentissage par renforcement, si on envoie des observations du monde au réseau de neurones, à force de pouvoir l'entraîner, donc c'est-à-dire lui donner des récompenses ou lui donner des récompenses négatives s'il a mal fait quelque chose, il va pouvoir modifier son comportement pour finir par nous donner les bonnes actions à prendre. Et l'important à savoir, c'est que ces réseaux de neurones artificiels prennent énormément de temps à pouvoir s'entraîner. Il faut leur donner énormément d'exemples, il faut punir l'agent, lui donner des récompenses négatives très souvent et lui donner des récompenses positives très souvent pour qu'il finisse par comprendre quelle action prendre dans telle situation. Le temps qu'il a fallu pour pouvoir entraîner le OpenAI 5, donc les intelligences artificielles qui ont combattu contre OG, le temps qu'il a fallu équivaut en temps humain à 45 000 années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de ce nombre, enfin, c'est juste énorme en fait le temps qu'il a fallu pour entraîner ces IA. Il a fallu plus de 200 GPU, cartes graphiques, pour faire le calcul, pour modifier la fonction de ce réseau de neurones là. Il a fallu des milliers de CPU qui tournent en parallèle pour pouvoir faire en sorte de lancer tous ces agents dans plein d'environnements différents en même temps. Et tout cet apprentissage, c'est que le niveau qu'il a fallu pour obtenir l'intelligence artificielle qu'on a vu samedi dernier, c'est tout simplement en fait énorme. Alors malgré que le premier match ait été gagné par l'intelligence artificielle, je m'attendais vraiment à ce que OG potentiellement réussisse à modifier sa stratégie pour faire en sorte de soit quasiment battre l'IA, soit en tout cas ou directement la battre. Et finalement, ça n'a pas été vraiment ça, et le score a été encore plus... Donc l'intelligence artificielle a gagné de nouveau, et le score a été encore... Il y a eu un plus gros écart au niveau du score. Ce qui vient de se passer, c'est quand même assez... C'est qu'au premier match, c'était assez serré quand même. Et là, de voir
En fait, la différence entre ce match-là où il y a eu combien là, 46-7 au niveau des kills, et ça s'est fait tellement vite par rapport au match d'avant, enfin la différence, c'est vraiment assez impressionnant de voir genre, entre les deux matchs à quel point il peut y avoir une grande différence de niveau. Il y a un truc, la différence entre les deux matchs qu'il y a eu, entre le premier match et le deuxième match, il y a eu une différence de score énorme. Et pourtant l'IA en fait entre les deux matchs, elle n'a pas forcément appris davantage, elle n'a pas appris de nouvelles compétences, elle ne s'est pas adaptée à l'humain. Et c'est là en fait qu'on voit la différence entre une équipe humaine et une intelligence artificielle. C'est que l'intelligence artificielle entre les deux matchs, elle ne s'est pas fatiguée. À aucun moment elle a changé en fait, la manière dont elle allait jouer, sa stratégie. Alors que l'humain en fait il peut à tout moment en fait poser des questions, changer totalement sa manière de jouer. Rien que parce qu'il y a plein de choses qui jouent même au niveau du moral, ça va changer la manière dont l'équipe va jouer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé entre les deux matchs. Il y a eu un moment donné peut-être où l'équipe humaine elle s'est peut-être fatiguée, où elle a voulu changer sa stratégie, mais ça n'a pas fonctionné, elle n'a pas pu garder en fait un niveau constant, là où l'IA a réussi à garder tout le long en fait un niveau constant, ce qui a fait ce qui peut potentiellement expliquer une telle différence au niveau du score entre le premier match et le deuxième match. Et en effet, j'ai demandé à un des ingénieurs qui a travaillé là actuellement sur OpenAI, je lui ai posé la question pour savoir est-ce qu'il y a réellement en fait une différence. Et en fait, si on voudrait qu'il y ait une différence entre le premier match et le deuxième match pour l'intelligence artificielle, il faudrait entraîner l'IA encore pendant une dizaine de jours, donc sûrement, ça correspondrait sûrement en gros quasiment à 1000 années. Il faudrait l'entraîner sur 1000 ans encore pour qu'elle puisse s'adapter finalement entre le premier match et le deuxième match. Et donc là, c'est une faiblesse de l'intelligence artificielle sur ce point-là, mais en même temps, c'est une de ses forces, le fait qu'elle reste constante en fait dans son niveau entre les matchs qu'on va observer aujourd'hui. Et ça, c'est quand même assez ouf. Alors essayons de rentrer un tout petit peu plus en précision dans l'architecture de ce réseau de neurones qui a été utilisé. Il faut savoir que l'architecture de ce réseau de neurones qui a été utilisé, c'est pas un simple réseau de neurones classique qui prendrait en entrée une observation X et qui ferait une sortie Y. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Ici, le réseau de neurones qui a été utilisé, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones récurrent. Donc le réseau de neurones récurrent, son but, c'est de pouvoir se baser sur toutes les informations passées pour faire une prédiction sur le futur. Donc c'est-à-dire par exemple, c'est d'après toutes les observations que j'ai faites dans le jeu, donc par exemple l'IA qui est dans le monde de Dota 2, elle se dit ok, sachant que là mon ennemi sur les 5 dernières secondes il s'est rapproché de moi et sachant que moi j'ai pas beaucoup de vie, alors dans ce cas-là, eh ben, je vais prendre l'action de me tourner et de partir vers mon camp, vers ma base. Et donc ça, c'est grâce à un réseau de neurones récurrent qui est capable de pouvoir capturer le passé et faire des prédictions sur le futur, sur qu'est-ce qui serait le mieux de faire dans le futur. Et le type de réseau de neurones récurrent qui a été utilisé, c'est des LSTM. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur les réseaux de neurones récurrents et sur les LSTM. Vous donneront déjà une bonne intuition sur la manière dont ça peut fonctionner. Et si vous avez envie justement d'implémenter ce genre de réseau de neurones, j'ai également fait des vidéos dans la formation que j'ai fait sur TensorFlow 2.0 qui vous permettront d'implémenter ce genre de réseau de neurones récurrent. Et pour la partie sur l'apprentissage par renforcement, l'algorithme qui a été utilisé est PPO, Proximal Policy Optimization. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cet algorithme-là dans cette vidéo, il faudrait toute une vidéo entière pour en parler. Donc au lieu de ça, vous pouvez aller voir la série, si vous êtes intéressé par l'apprentissage par renforcement, vous pouvez aller voir la série que j'ai fait sur le renforcement, où je parle de toutes les notions de renforcement importantes à comprendre. Et je parle également dans une des dernières vidéos de la série du Policy Gradient. Et le Policy Gradient, c'est une des méthodes qui est à la base de PPO. Donc en attendant que je fasse une vidéo sur PPO, vous pouvez déjà essayer de comprendre Policy Gradient, l'algorithme. Donc j'ai fait une vidéo qui s'affiche ici et qui vous permettra de bien comprendre l'intuition derrière au moins déjà la base de PPO. Alors le troisième match qu'il y a eu durant l'événement, ça a été un match qui a opposé une équipe composée de 3 intelligences artificielles et de deux humains, et une autre équipe constituée également de 3 intelligences artificielles et de 2 humains. Et donc là, l'idée c'était de pouvoir, ce que OpenAI a voulu montrer, c'était la collaboration qu'il pouvait avoir entre les humains et les IA au sein des équipes. Bon, on fait une petite pause parce que comme on n'est pas des grands connaisseurs du jeu Dota 2, c'est vrai, bon, ouais, je pense que j'ai dû faire au moins en tout dans toute ma vie
10 parties de League of Legends. 0. Voilà, donc des fois c'est un peu dur de suivre le jeu et de rester concentré parce qu'on comprend pas tout ce qui se passe non plus. Donc bon. Qu'est-ce que tu penses, Léo, de ce dernier match là qu'il y a eu, oui, la coopération entre l'IA et... Alors comme on a dit, en fait, je vois pas spécialement l'intérêt d'avoir des humains et une IA qui sont en train de se battre. En fait, on peut pas vraiment déterminer si c'est l'IA qui fait changer, enfin qui va faire gagner les humains ou si c'est les humains qui sont meilleurs. En fait, je pense sûrement pour les humains, pour ceux qui jouent vraiment, ça doit être intéressant parce qu'ils vivent vraiment l'expérience du jeu. Mais quand tu observes, le jeu en tant que spectateur, tu te rends pas forcément compte en fait à quel point est-ce que l'humain va, ou l'IA, est-ce que c'est l'humain ou l'IA qui influe finalement sur le résultat qu'il y a à la fin, quoi. C'est ça qui. C'est vrai. Et après, techniquement, en fait, ce qu'ils ont mis un peu en avant OpenAI, c'est le fait que justement l'IA, elle avait jamais été entraînée à jouer avec des humains. Et que là, d'un coup, on la met avec des humains et qu'elle est finalement capable de collaborer et s'adapter. Et sur ce point-là, moi, j'ai quand même une critique à faire, c'est que l'IA, en fait, finalement, elle sait pas que c'est un humain avec qui elle joue. Et il n'y a pas vraiment, à mon avis, c'est pas... elle va pas agir différemment. Pas une si grosse, voilà, elle va pas agir différemment et la différence pour elle va pas être si grosse vraiment dans la manière dont elle va jouer. Donc même techniquement, en fait, pour moi, c'est... pour moi, je le vois plus vraiment comme un coup marketing sur le... En fait, on collabore avec l'humain plus que vraiment comme une avancée technique ou quelque chose comme ça, quoi. Alors la séquence que vous venez de voir, c'est forcément une séquence que j'ai tournée à chaud. Donc ça a été ma première réaction après avoir entendu la nouvelle et après avoir commencé à voir le match qui opposait donc une équipe mixée d'humains et d'IA et une autre équipe mixée d'humains et d'IA. Donc ma première réaction, forcément, comme je pense que j'ai pas une compréhension vraiment très profonde du jeu en lui-même, de Dota 2, j'ai pas forcément saisi toutes les bienfaits qu'il pourrait avoir de mélanger, de mixer les hommes et les IA dans le jeu Dota 2. Autant je peux avoir une bonne vision sur la partie technique, sur la partie intelligence artificielle, autant sur la partie technique de Dota 2, j'ai pas forcément toutes les notions pour pouvoir donner un avis objectif. Alors justement, pour mieux comprendre en fait le point de vue de quelqu'un qui a un point de vue technique sur Dota 2 et non pas un point de vue technique sur l'intelligence artificielle, j'ai interviewé Sébastien de l'équipe d'OG, donc c'est quand même un des joueurs de Dota 2 les plus doués au monde, donc j'ai tenté de l'interviewer, il a été vraiment super sympa d'accepter, il a directement accepté, il a été super sympa pour ça et je lui en remercie, donc voilà l'interview. Alors déjà, quels étaient tes ressentis ou tes attentes avant d'affronter l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Bah, clairement, c'était d'essayer de gagner, d'essayer de prouver le fait que intelligence artificielle, mais bon, Dota, c'est notre terrain de jeu, donc on va essayer de le prouver. Non, c'était clairement de gagner et d'essayer de pousser le challenge aux limites, quoi, voir jusqu'où on pouvait pousser. Il y a eu, en fait, regardez le premier match et le deuxième match. Alors, je suis pas un pro pour l'analyse de Dota 2, mais il semble qu'il y ait quand même, entre le premier et le deuxième match, il y a eu quand même un gros écart au niveau du score. Donc, d'après toi, ça a tenu à quoi en fait? Qu'est-ce qui a fait cette grosse différence? En fait, la première manche, on a vraiment tenté beaucoup d'approches différentes. On s'est fait plaisir. On s'est pas mis de limite en fait dans la partie. On a tenté une approche conventionnelle, une approche un peu plus. On avait beaucoup parlé du fait d'essayer de pousser l'intelligence artificielle hors de sa zone de confort ou de ce qu'elle avait vu vraiment des millions de fois, quoi. Donc il y a des choses qui ont payé, d'autres qui ont moins payé. C'était difficile en fait avec le peu de temps qu'on avait d'analyser ce qui était efficace et ce qui l'était moins. Et donc dans la deuxième en fait on a décidé de vraiment s'engouffrer dans une des méthodes entre guillemets qu'on avait développées sur la première. Et en fait ce qu'on a vu c'est qu'on a choisi la mauvaise approche. Mais du coup on a été punis. Et donc tu penses par exemple si vous auriez eu plus de temps, vous allez avoir plus de temps d'ailleurs puisque l'IA va être mis en mode public, si vous avez plus de temps vous serez sûrement capable de trouver justement cette stratégie qui fera en sorte que vous serez capable de... Je suis persuadé qu'avec plus d'entraînement contre l'IA, on va réussir à lui causer plus de problèmes, voire peut-être la battre. C'est difficile de prédire le fait... je ne sais pas si on arrivera à la battre, in fine. Mais en tout cas, ça va être beaucoup plus efficace. Ce qu'on va mettre en place contre l'IA, les méthodes, et je pense que ça va être beaucoup plus efficace. Ouais. Parce que finalement, est-ce que de ton point de vue, vous pensez que vous pouvez apprendre de l'IA ou non? Est-ce qu'elle peut vous apprendre des choses dans un sens ou est-ce que finalement son mode de jeu est trop éloigné d'un mode de jeu humain et finalement ça ne vous apprendra pas quelque chose de vraiment super, vous ne pouvez pas en tirer quelque chose? En fait, tout va dépendre de ce qu'on entend par apprendre. En fait, est-ce que l'IA va nous aider à battre des humains de manière plus efficace? Ça, je ne sais pas. Parce qu'au final,
Par contre, elle peut nous aider à progresser, simplement par rapport à ce qu'on est capable de faire, quoi. Je veux dire, techniquement, elle peut nous apprendre à progresser, clairement. C'est de l'entraînement. Elle sera toujours meilleure en termes d'exécution. Donc même si on va continuer de perdre contre l'IA, clairement, ça nous challenge, quoi. Enfin, voilà, parce qu'on peut perdre, on peut prendre une raclée ou on peut avoir un résultat correct et la mettre en danger. Donc je pense que pour la technique, c'est génial. Et je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut apprendre de l'IA, mais à mon avis, c'est délicat en fait, parce que en fait, on ne comprend pas vraiment ce que l'IA fait en fait. On n'a pas la bigger picture, comme on dit. Du coup, on sent qu'il y a des trucs qu'elle fait, on se dit mais ça fonctionne pas, puis ça fonctionne. Dans le monde de l'IA, quand on entraîne une IA comme ça, c'est super intéressant parce que comme elle part avec aucun biais humain, c'est-à-dire que personne ne lui a appris comment faire, elle a développé un truc, une technique de jeu qui est vraiment propre à elle et qui change complètement de Ouais, c'est ce qu'on sent, c'est très déroutant en fait de jouer contre l'IA. Donc je suis pas capable de dire, je suis persuadé qu'il y a beaucoup à apprendre, mais il faut qu'on comprenne ce qu'on a à apprendre. Ouais. Et est-ce que toi tu penses que... Est-ce que tu as un avis toi, sur l'intelligence artificielle forte ou générale, de l'évolution? Je ne sais pas si ça te parle ou pas. C'est un débat qui m'intéresse énormément. Je ne suis pas vraiment un connaisseur, donc j'ai vraiment un avis de néophyte, quoi. J'ai l'avis du mec lambda. Mon avis, c'est que c'est extrêmement intéressant, c'est aussi un peu grisant, enfin un peu effrayant d'une certaine manière. Donc non, c'est quelque chose que je suis avec intérêt. C'est pour ça que j'avais vraiment hâte. Parce que Dota, pour le coup, c'est vraiment mon terrain de jeu. Donc ça me permet de vraiment comprendre ce dont l'IA est capable. Alors que si je vais lire un article sur, je sais pas moi, le développement de l'IA dans la médecine, c'est pas pareil, quoi. J'ai pas les armes. Bon, écoutez Sébastien, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Enfin, la dernière annonce qu'il y a eu pendant l'événement, c'est la sortie de l'intelligence artificielle qui va être accessible pour tous les joueurs. Donc tous les joueurs vont pouvoir jouer directement contre cette IA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super bien. C'est le fait que là, même ceux qui n'étaient pas à l'événement et qui n'ont même pas pu voir le match vont pouvoir en fait expérimenter directement par eux-mêmes l'IA. Alors moi personnellement, je joue pas à Dota 2 et même si je jouerais, je me prendrais très certainement une raclée avant même que j'ai compris comment mettre en place une stratégie correcte sur Dota 2. Donc ça ne servirait pas à grand chose, mais ça va être super parce qu'il y a plein d'équipes pro qui vont pouvoir se mesurer à l'IA et qui vont pouvoir pendant environ 3 jours, je crois que l'IA va être accessible pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ils vont pouvoir aller l'affronter. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir en fait combien de temps est-ce qu'il va falloir à l'homme pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir changer son comportement et trouver comment faire en sorte de mettre l'IA à défaut et finalement de battre OpenAI 5. Donc pour finir, j'aimerais vous parler un peu des points pour moi qui sont importants, qui seraient importants en fait à adresser pour le futur si on veut continuer justement sur ce développement-là d'une intelligence artificielle sur des jeux vidéo. En fait, il faut vraiment voir que les 5 agents qui ont été entraînés en fait jusqu'à présent, s'ils ont pu être entraînés, c'est notamment grâce en fait à des algorithmes qui existaient déjà. Il y a une grosse puissance de calcul. PPO, Proximal Policy Optimization, existait déjà. Cet algorithme-là était déjà en place et avait déjà été testé et est accessible par déjà tout le monde. Ensuite, l'apprentissage par renforcement, c'est le framework de renforcement de base qui est utilisé et bien entendu, il a été adapté pour pouvoir tourner sur plein de machines à la fois, sur plein de clusters de CPU et donc ça, c'est au niveau ingénierie, c'est vraiment quelque chose qui a été très bien fait. Mais en fait, de base, pareil pour les STM existaient déjà, il n'y a pas forcément une nouveauté sur ce point-là. Donc en fait, vraiment la grosse avancée qui a été faite là-dessus, c'est de pouvoir réutiliser ces algorithmes-là et faire en sorte qu'ils soient scalables en fait pour lancer plein d'agents en même temps et réussir en fait à résoudre un jeu aussi complexe. Donc ça, c'est la très bonne partie. Prenons par exemple le premier et le deuxième match. Comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de différence au niveau du comportement de l'IA entre le premier et le deuxième match. L'IA, elle s'en fout. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, lorsqu'elle va être mise en ligne pendant 3 jours la semaine prochaine, c'est très probable qu'elle finisse par être vaincue. Parce qu'à force que les joueurs vont jouer contre elle, ils vont potentiellement pouvoir trouver les failles et finir par gagner. Et cette IA-là, elle n'a pas la capacité de pouvoir s'adapter aux joueurs contre qui elle joue. Elle va s'adapter pendant une même partie, mais elle va toujours s'adapter de la même manière en fonction de ce que le joueur va faire en face. Ce que je pense, c'est qu'il ne faudrait pas se dire qu'on a maintenant résolu le jeu Dota 2 et qu'il faudrait essayer de trouver un jeu plus complexe à résoudre. Au lieu de ça, la prochaine étape qui va se faire, ça va être une réflexion en fait sur les algorithmes en eux-mêmes, les algorithmes de base qui sont utilisés pour faire en sorte qu'une fois qu'on les met sur des environnements tels que Dota 2, ces algorithmes-là performent encore mieux que la version actuelle.
Et en termes de performance, l'idée ce serait d'avoir une performance qui serait déjà plus rapide, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de 45 000 ans d'entraînement des IA pour commencer à obtenir le même niveau. Donc c'est la rapidité d'apprentissage qui serait super intéressant de pouvoir augmenter. Donc en gros c'est la vitesse à laquelle le réseau de neurones va pouvoir se modifier pour comprendre qu'une récompense est associée à telle action, donc rapidement pouvoir converger vers un comportement qui soit intéressant. Ainsi, le fait de pouvoir modifier un réseau de neurones comme ça, son comportement plus rapidement, potentiellement ça pourrait faire en sorte de pouvoir s'adapter plus rapidement à un joueur en particulier. C'est donc dès qu'on voit une stratégie que le joueur est en train de mettre en place, potentiellement au deuxième match, tout comme les humains le font, l'IA pourrait prendre en compte le match d'avant pour faire en sorte de modifier son comportement et maintenant changer son comportement elle aussi pour potentiellement battre l'humain d'une manière encore plus redoutable que la fois d'avant. Et enfin, il y a un truc que je trouve vraiment super important à améliorer, c'est la manière dont on va donner des récompenses à l'IA. C'est qu'il faut savoir que dans Dota 2, la manière dont l'intelligence artificielle a été entraînée, elle a été entraînée avec ce qu'on appelle du shape reward. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte de donner la récompense en sachant comment le jeu fonctionne. On a par exemple donné des récompenses simplement pour collecter de l'or ou donné des récompenses simplement pour avoir détruit une tour. On n'a pas donné simplement une récompense binaire, par exemple du style tu as réussi le jeu, tu as réussi à vaincre l'ennemi ou tu n'as pas réussi. Ça, ce serait une récompense binaire qui serait la plus simple, Une meilleure manière d'aborder la manière dont on va récompenser l'agent, c'est par exemple d'essayer de faire en sorte de lui mettre une certaine curiosité. C'est-à-dire que l'agent ne soit pas récompensé tout le temps parce qu'il prend des actions comme par exemple collecter de l'or ou alors détruire une tourelle ou faire des étapes intermédiaires. Que l'agent, ce serait beaucoup mieux qu'il comprenne par lui-même que l'important c'est d'explorer le monde et qu'ainsi que sa propre récompense soit directement sa récompense intrinsèque qu'il se donne par la curiosité qu'il a d'explorer l'environnement et de jouer et d'explorer le jeu. Alors il y a encore énormément de choses à dire sur cet événement-là, sur le côté technique, autant sur l'analyse de l'IA face à l'humain, qu'autant sur l'analyse technique, mais il faudrait que je fasse une vidéo d'1 heure au lieu d'une vidéo qui je pense fera déjà 30 minutes, donc je vais m'en arrêter là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez déjà eu une bonne idée de comment fonctionne l'intelligence artificielle, de ce qui s'est passé pendant cet événement. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à mettre des commentaires et à la partager, et en attendant je vous dis à la prochaine.